Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous vous proposons de revisionner l'interview d'Antoine Cady, directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité. Il était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour détailler les enjeux ISR en 2023, mais aussi pour évoquer plus précisément un mécanisme de notation en matière de biodiversité développé par CDC Biodiversité. Dans Enjeux Patrimoine ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir Hugo Bry, membre du comité exécutif de Generali France, mais aussi Latifa Kamal, directrice générale adjointe en charge de la stratégie produits et ingénierie patrimoniale au sein du groupe Primonial. Ils nous expliqueront ensemble quelle stratégie développée sur les unités de compte au sein d'un contrat d'assurance vie en 2023. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons tout de suite Investir responsable avec la rediffusion d'une interview tournée il y a quelques jours, l'interview d'Antoine Cady, directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité, qui va notamment nous expliquer quel mécanisme de notation en matière de biodiversité a développé CDC Biodiversité. En fait, on a été créé il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on est la filiale à impact de la Caisse des dépôts et consignations, société de mission, directement tournée vers deux jambes, en fait, deux sujets principaux. La restauration écologique, donc comment on va pouvoir sécuriser du foncier souvent dégradé d'un point de vue environnemental et en assurer la restauration. D'accord. Et puis, de l'autre côté, la recherche et l'innovation, et notamment un sujet qui nous occupe beaucoup ces dernières années, qui est celui de l'évaluation de l'empreinte biodiversité. En clair, apporter à la biodiversité ce que l'on a sur le climat et la question des émissions de gaz à effet de serre, oui, avec le bilan carbone. Voilà. Et on est capable aujourd'hui justement de mesurer l'impact, enfin non pas de mesurer l'impact d'une activité économique sur la biodiversité, mais d'avoir une métrique universelle pour tout type d'activité, pour toute localisation, de pouvoir parler le même langage finalement ? Alors, c'est vraiment en fait le challenge qu'on a décidé de relever en 2015-2016. En fait, on est juste après, si vous en rappelez, donc 2015, c'est l'accord de Paris. Bien sûr, oui. Tout le monde a bien vu que... Qui concernait le climat, pas forcément la biodiversité, mais... C'était très centré climat, on est sur le scénario 1,5 degré. Mais il y a un triptyque, en fait, qui a, pour les observateurs, vraiment été un moteur, et qui l'est toujours du reste. C'est ce scénario, le fait que le GIEC est proposé, et les États retenus ce scénario, donc cet objectif de limiter à 1,5 degré les augmentations de température moyenne sur la planète, enfin je passe, qu'il existe des méthodologies de bilan carbone, et puis qu'il y ait un alphabet commun, une métrique unique, la tonne équivalent CO2. Bien sûr, oui. Qui rassemble un peu tous les gaz, etc. Et on peut exprimer tout ça de cette façon. Et donc ça, quelle que soit l'activité économique, quelle que soit la région du monde, on peut parler le même langage en matière de tonnes CO2. Exactement. Et donc tout le monde s'objective, tout le monde se compare, et on avance, on est dans une démarche de transformation, de transition. Sur la biodiversité, ça nous manque. Et en fait, pendant des années, moi ça fait 25 ans que je travaille sur ce sujet-là, on s'est caché derrière la complexité. La biodiversité, c'est riche, c'est énorme, on ne connaît pas bien, c'est complexe, etc. Et donc, c'est ce qu'on entend encore un peu aujourd'hui, oui, effectivement. Oui, bien sûr. Mais en fait, il n'est plus temps. C'est l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui nous rappelle cela. C'est-à-dire qu'il n'est plus temps. Bien sûr qu'il faut continuer à connaître, à comprendre. Il nous rappelle qu'on connaît, on a mis un nom sur environ 2 millions d'espèces, alors qu'il y en aurait entre 10 et 20 millions. Donc humilité, etc. On connaît très mal la biodiversité. Néanmoins, ce que l'on sait très bien, c'est qu'elle est en train de se dégrader à une vitesse extrêmement rapide, 100 à 1000 fois une augmentation du rythme d'extinction des espèces de 100 à 1000 fois depuis le début de la révolution industrielle, et ça va avoir un impact. Et donc il était fondamental en fait qu'on se pose la question de savoir comment on pouvait mettre en avant l'économie en faisant finalement un constat assez simple, c'est que les fonds publics, les fonds des grandes banques multilatérales, les fonds des États, etc., globalement, ne peuvent régler que 20 à 30% des sommes qu'il faut mobiliser pour envisager de stopper l'érosion de la biodiversité. Donc il faut de l'argent privé. Cet argent privé, simplement, il faut le mobiliser, il faut l'objectiver, il faut pouvoir encadrer tout cela. Et donc on a essayé Donc il faut une mesure. D'un côté, il faut mesurer l'impact des entreprises, et
négatif, j'ai envie de dire, et puis de l'autre, il faut mesurer l'impact positif qu'on peut amener avec des solutions financées avec de l'argent public ou privé. Alors, ouais, il faut tout mesurer. Et donc, c'est ce challenge, ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est-à-dire que l'idée, on est allé regarder en fait ce qui existait sur la place, les bases de données qui existaient, les modèles qui existaient, les métriques, et c'est là qu'on a trouvé le MSA par kilomètre carré, donc qui exprime en fait un niveau de dégradation par unité de surface, MSA niveau de dégradation de la biodiversité pour Mean Species Abondance. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va réussir à s'affranchir de la présence de telle ou telle espèce, de tel ou tel écosystème. En fait, ce qu'on va mesurer, c'est un niveau de dégradation par rapport à un état vierge initial. D'accord. Donc c'est ce delta en fait que l'on va chercher. Ça donc quand on dit Mean Species Abondance, ça veut dire qu'on va mesurer par rapport à un état vierge le nombre d'espèces qu'il y a en moins par rapport à un niveau zéro. Une abondance moyenne de biodiversité qui a disparu. Voilà. Et ça permet de mesurer partout dans le monde au même niveau l'activité économique, l'impact d'une activité économique sur un écosystème. Exactement. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir donc exprimer cette perte, potentiellement aussi ce gain, lorsqu'on réalise des actions positives. Et on a pu, ces dernières années, décliner en fait un outil, donc qui reprend, vous avez compris, le Global Biodiversity Score, c'est cet outil dont on parle. Bien sûr, ça c'est l'outil effectivement donc développé par la CDC Biodiversité. Exactement. Donc, grâce aux moyens que nous apporte le groupe Caisse des dépôts et consignations, donc on peut, dans l'intérêt général, développer des outils qui sont repris par la place. Et le GBS a été décliné dans un premier temps à l'été 2020 à destination des entreprises, pour permettre aux entreprises de faire un bilan carbone d'un côté, un bilan biodive de l'autre, tout simplement. Et donc d'avoir en main les leviers, de la compréhension des risques face auxquelles elles seront amenées à être confrontées, et puis des responsabilités qui sont les leurs. Donc cette approche en double matérialité, construire dans un second temps une stratégie d'atténuation de leur impact, peut-être aussi d'impact positif, on en parle souvent même si on n'en est pas là. Et puis la réglementation avançant, notamment en France, avec l'article 29 de la loi énergie-climat, qui depuis un an impose aux investisseurs de place, ils sont 1500 sur la place de Paris, à étendre leur reporting extra-financier à la biodiversité. Donc on a décliné un outil à destination de ces investisseurs qui s'appelle Biodiversity Impact Analytics, qu'on a monté en partenariat avec Carbone 4 Finance, CDC Biodiversité Carbone 4 Finance, un data provider, un développeur de méthodologie. Et aujourd'hui, cet outil, c'est une base de données pour le coup avec des facteurs d'impact et qui permet en fait aux investisseurs de réaliser cette fois-ci l'impact biodiversité, l'évaluation de l'empreinte biodiversité de leur portefeuille. Et donc là, c'est aujourd'hui un outil qui est fonctionnel, proposé par CDC Biodiversité et qui permet aux acteurs financiers qui vont ensuite proposer des solutions d'investissement ou de placement à des épargnants ou faire des choix d'investissement dans des entreprises de visualiser, de mesurer l'impact que ces investissements vont avoir. Et c'est là, je reviens à ce terme d'humilité, c'est là qu'il faut être absolument conscient d'où on part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, l'évaluation qu'on réalise d'un certain nombre de portefeuilles ou que les investisseurs réalisent par eux-mêmes montre qu'en fait, on est très, très, très loin du compte. Et donc, on n'en est évidemment pas du tout à créer encore des fonds à impact biodiversité tel qu'on l'entend, c'est-à-dire à impact positif. D'accord. Parce que pourtant, il y a des fonds thématiques biodiversité, mais ça n'est pas selon cette méthodologie. Si, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on est aujourd'hui dans une démarche où on va créer... Les investisseurs vont créer des fonds où ils seront plus précautionneux vis-à-vis de la biodiversité. D'accord, je comprends. Il y aura moins d'impact négatif, mais on est encore loin du compte en termes d'impact positif. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est changer un modèle agricole, changer son utilisation d'eau, on sait changer ses émissions. C'est intéressant puisqu'en fait, on a là des leviers sur différentes pressions qui pèsent sur la biodiversité. Donc ça va se traduire par moins d'impact négatif sur la biodiversité, mais pas encore par plus de biodiversité. Pour autant, l'IPBES nous rappelle qu'il faut absolument que l'on soit dans une stratégie d'atténuation de la courbe. On est dans une zone à risque et d'incertitude extrêmement importante pour la biodiversité. On a perdu plus d'un tiers de la biodiversité en moyenne à la surface de la planète. Et il va falloir que ça revienne, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se prépare à restaurer activement la biodiversité. Ce qui nous ouvre, du coup, je pense, des perspectives d'investissement, puisqu'il va falloir inventer des véhicules qui se traduisent par plus de biodiversité et d'espace naturel in fine. Mais alors, je me fais un peu l'avocat du diable, Antoine Cazzi. En tant qu'épargnant particulier, on se doute bien que la restauration de la biodiversité ne se fait pas en un mois, voire même en un an. Est-ce qu'on a une méthodologie qui est capable de nous donner à 10 ou 15 ans, effectivement, l'impact de ces investissements en tant que particulier ou de professionnel sur un écosystème ou sur la biodiversité? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chez CDC Biodiversité, notamment sur le volet restauration d'espaces naturels, on voit en fait, puisqu'on travaille du coup avec un certain nombre d'investisseurs, évidemment avec la Banque des Territoires, mais également des investisseurs privés, et en fait ce que l'on voit, c'est que les conditions d'investissement vont évoluer. On va demander aux investisseurs de rester plus longtemps. L'amortissement se fait sur un temps plus long. Les garanties ne vont plus être les mêmes. Et certainement également,
les gains attendus ne seront pas les mêmes. D'accord. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on va apporter une visibilité. C'est un peu le modèle forestier de ces dernières décennies. C'est-à-dire qu'on va apporter des solutions avec des gains moindres, mais plus pérennes dans la durée. A fortiori, quand on se projette en 2040 ou en 2050, voilà, 60% du PIB mondial repose sur les services gratuits fournis par la nature, la pollinisation, l'eau, etc. Quand tout ça va devenir plus rare, voire absent dans certains pans de l'économie, on va avoir des entreprises qui vont se retrouver en grande difficulté. Là, ces investissements-là, ils seront résilients dans cette configuration. Donc, voilà, on est en train, en fait, collectivement, d'inventer un certain nombre de réponses. Et quand on est particulier, et je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de plateformes qui existent, qui ont repris, pour certaines, d'ailleurs, je ne donne pas de nom, mais qui ont repris la méthodologie Global Biodiversity Score et qui rendent cela un petit peu accessible. Et puis, il y a aussi la possibilité d'aller accompagner des entrepreneurs qui sont aujourd'hui, en fait, ceux qui vont inventer, je pense, les entreprises qui porteront des solutions en faveur de la biodiversité de demain. On en voit dans le milieu agricole, dans le milieu forestier un petit peu, aussi dans des solutions diverses qui permettent d'atténuer la relation pression sur la biodiversité. Et voilà, donc il y a des plateformes qui aujourd'hui proposent des solutions tout à fait intéressantes. J'allais vous poser la question de la maturité du secteur financier vis-à-vis du sujet, mais je vais plutôt tourner ma question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut financer des solutions à impact positif pour la biodiversité et proposer du rendement ? Est-ce que les deux sont compatibles ? Alors oui, c'est possible. Le problème, en fait, c'est que les solutions sont trop rares. C'est pour ça que je parlais des entrepreneurs tout à l'heure, parce qu'en fait, pour en discuter avec un certain nombre d'incubateurs, etc., on voit qu'on est aujourd'hui à l'étape un peu zéro. Il faut aller chercher les entrepreneurs, il faut porter des solutions de l'innovation, il faut accompagner ces initiatives pour qu'elles puissent devenir les PME demain et peut-être, pourquoi pas, des licornes et autres. Mais en tout cas, on en est vraiment là. C'est-à-dire qu'il faut créer le terreau favorable à l'émergence de cette nouvelle forme d'économie. Comme je le disais, aujourd'hui, on la tangente, notamment par l'évolution des modèles agricoles ou l'évolution des modèles de production. Il est nécessaire désormais de s'intéresser directement à la nature et aux services qu'elle produit. Voilà, donc c'était l'interview d'Antoine Cady, directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité. Et nous nous retrouvons tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie mettre en place sur les unités de compte au sein de son contrat d'assurance vie en 2023. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous recevons tout d'abord Latifa Kamal. Bonjour Latifa Kamal. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale adjointe en charge de la stratégie produits et ingénierie patrimoniale au sein du groupe Primonial. Nous avons également le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Hugo Bry. Bonjour Hugo Bry. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau. Vous êtes membre du comité exécutif de Generali France en charge du marché de l'épargne et de la gestion de patrimoine. Nous allons commencer avec vous tout de suite, Latifa Kamal. Si on regarde un petit peu les questionnements que peuvent avoir les épargnants en ce début d'année sur la gestion de leur contrat d'assurance vie, l'inflation revient évidemment très vite. L'idée d'aller vers des investissements suffisamment performants pour contrer l'inflation, voire surperformer face à l'inflation. Les hausses des taux décidées par les banques centrales et l'impact que ça a sur les taux souverains sont également dans le questionnement des investisseurs vis-à-vis de ce qu'on doit faire du fonds en euros. On y reviendra dans un instant. Et les marchés financiers sont également source d'inquiétude ou de questionnement quand le CAC 40 passe un nouveau plus haut, on se dit que c'est trop tard pour y rentrer. Et quand il y a des questionnements sur les marchés financiers, notamment avec le secteur bancaire, on se dit que c'est peut-être pas non plus le moment d'y rentrer. La question que je voulais vous poser, c'est quelles sont les questions qu'il faut se poser lorsque l'on veut investir ou en tout cas gérer son épargne sur un contrat d'assurance vie via des unités de compte dans un contexte avec un peu plus d'incertitude finalement qu'il y a 6 mois ou 1 an quand on est épargnant. Je veux dire que l'année 2022 a été difficile pour les marchés financiers. Et on a, comme vous avez dit, assisté à une hausse des taux qui était assez soudaine. Ce qu'il faut ne jamais oublier, c'est la diversification. C'est que le client, aujourd'hui, l'investisseur doit vraiment ne pas mettre ses œufs dans le même panier. D'accord. Et donc diversifier son investissement avec du fonds euro et d'autres classes d'actifs pour pouvoir diminuer ce risque de perte en capital. Et avec ce climat anxiogène, c'est ce qu'il faut faire. Donc la première étape d'une stratégie qu'on va essayer de dérouler ensemble, c'est penser diversification, c'est aller vers un maximum de placements au sein de son contrat d'assurance vie, si tant est qu'on les comprend tous. Complètement, tout à fait. Mais c'est le but du jeu.
Il faut pas, en fait, aujourd'hui les fonds euros sont très attractifs puisque les taux sont, on assiste à des surenchères de taux en euros pour le fonds en euros cette année. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est temporaire et qu'il faut vraiment diversifier son investissement. Même question très générale avant de rentrer un petit peu dans le détail à vous, Hugo Bry, quelles questions on se pose sur la gestion de son assurance vie et plus particulièrement sur l'adéquation entre fonds en euros, unité de compte et type d'unité de compte dans son contrat? Moi, je pense qu'il faut déjà se dire qu'un contrat assurance vie, c'est déjà une décision de placement à moyen long terme. Et comme c'est une décision de placement à moyen long terme, nécessairement, on doit avoir une approche quelque part un peu stratégique, en discuter avec son conseiller et avoir une approche qui, chez Generali, se traduit par quelque chose du type un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de fonds euros qui doit apporter de la garantie, de la protection, de la liquidité, un tiers d'unités de compte dites classiques, traditionnelles, adossées au marché financier. D'accord. Et puis le tiers du milieu, j'allais dire, ce sont des alternatives. C'est des alternatives à la fois aux fonds euros et aux unités de compte, c'est-à-dire produits qui capitalisent plus lentement et qui ont une volatilité plus faible. Et quand vous avez ce tiers, a priori, que ce soit quand les taux sont très bas ou comme aujourd'hui, quand les taux sont déjà plus hauts, ont pris 300 points de base avec une forte inflation, normalement, vous pouvez traverser à peu près toutes les tempêtes. Un mot rapide avant d'aller sur les unités de compte, sur le fonds en euros, dans un contexte où les hausses des taux souverains posent question totalement sur la valorisation des obligations dans les fonds euros actuellement, ou quand on voit la concurrence des livrets réglementés, le fonds en euros reste selon vous une alternative viable dans une stratégie d'investissement ? Alors non seulement c'est une alternative viable, mais c'est névralgique, c'est ce que je disais juste auparavant. Ce fameux tiers est névralgique, il a vocation à assurer de la liquidité et puis un certain rendement. Est-ce que c'est une alternative au compte à terme ou aux produits plus liquides bancaires? Ça n'est pas une alternative, c'est une transformation. On a déjà pris une décision quand on va dans un contrat assurance vie. On peut imaginer que les comptes à terme ou les livrets sont de l'épargne de précaution en attente de décisions patrimoniales. Et donc, on est plutôt en amont de la relation. En ce moment, les banques ont des offres qui sont assez spectaculaires. Nous, derrière, on est là pour récupérer des actifs qui, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, doivent être gérés à moyen long terme. Sur les unités de compte à présent, donc ce que vous nous disiez, c'est que les deux tiers restants, vous estimez qu'il est préférable de les placer sur des unités de compte, mais alors avec une stratégie, donc unité de compte classique, si je comprends bien, sur les marchés financiers. Alors après, à voir effectivement que ce qu'on va sélectionner sur cette poche d'unité de compte classique, et ensuite alternatif. Alors qu'est-ce que vous mettez dans l'alternatif? Alors sur la partie du milieu, on y met par exemple des produits structurés. D'accord. Sauf qu'en ce moment, les produits structurés sont une classe d'actifs qui apprécie particulièrement la période que l'on vit. D'abord, les taux remontent, et donc du coup, c'est plutôt mieux pour les produits structurés. Et puis, vous avez une volatilité qui est assez importante. Et donc, dans le jargon des professionnels, on dit le payoff, c'est-à-dire la structuration qu'on est capable de proposer, donne des résultats qui sont en général du capital garanti et des coupons garantis. Donc il y a ça. Vous y trouvez aussi des actifs réels. Dans un contexte de taux un peu plus élevé, effectivement, où on peut mettre des obligations dans des produits structurés qui permettent de créer des produits structurés à capital garanti. Exactement. Les produits structurés que j'évoque là sont des produits structurés qui sont en général émis par les grands émetteurs tels que Société Générale, BNP Paribas, Natixis ou d'autres. Et puis après, vous avez des indexations qui sont des indexations sur des marchés financiers. Et donc, du coup, vous arrivez à avoir des produits qui, à la fois, ont un capital garanti, une maturité et vous donnent des coupons régulièrement. Donc là, vous jouez du revenu régulier. Donc ça, c'est une partie qu'on évoque dans la partie alternative. Vous avez aussi des actifs réels. On avait évoqué les actifs réels, il fut un temps. Bien sûr, oui. Et ces actifs réels peuvent se décliner. Vous avez de l'immobilier, vous avez de l'infrastructure, vous avez du private equity. C'est vrai que les taux se marient un peu moins bien avec l'immobilier, mais c'est comme tout, c'est ce qu'on disait au départ, c'est ce que disait Latifa, il n'y a pas la bonne et la mauvaise solution, il y a la diversification, et dans le cas présent, mettre des actifs réels, un peu d'actifs réels, et quelque chose d'assez cohérent là-dedans. Puis, alors, oui, pardon. On va revenir peut-être sur l'actif réel ou autre, si on reste, alors les produits structurés, on reste finalement dans la famille des marchés financiers, même si on les met classe dans alternatif plutôt que unité de compte traditionnelle. Latifa Kamal, si on regarde ces marchés financiers notamment et ces unités de compte traditionnelles, alors effectivement,
estimer qu'on veut mettre un tiers de son épargne sur des unités de compte, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se demander ce qu'on fait concrètement, dans quoi on investit, comment est-ce qu'on crée une stratégie d'investissement sur les marchés financiers en lien avec son aversion au risque ou en tout cas sa capacité à endurer du risque, peut-être aussi des valeurs qu'on peut avoir vis-à-vis du climat ou autre. Comment est-ce qu'on met en place cette stratégie ? Alors, l'aversion au risque, il faut la prendre en amont. Ce que disait Hugues, c'est qu'il faut dès le début avoir ce tiers. Donc, il y a des tiers qui sont moins volatiles, qui performent peut-être moins, mais qui sont une assurance pour l'investisseur. Pour le tiers qui est plus dynamique, on va dire, nous, on a 3 thématiques chez Primonial. La première, c'est les produits durables, en fait, les investissements en économie durable. Aujourd'hui, c'est pour la planète, donc il faut vraiment en mettre une partie. Puis on a de plus en plus de fonds qui sont classés 8, 9 aujourd'hui, SFDR, et qui permettent d'avoir un choix plus large dans l'économie durable. La deuxième thématique... Et alors, sur cette première thématique, vous constatez par exemple qu'il y a de plus en plus de demandes sur ces sujets aujourd'hui, ou c'est quoi? C'est une demande des épargnants ou c'est une organisation finalement de l'industrie financière autour de ces thématiques? Il y a 2 choses. Il y a la demande des épargnants, puisque tout le monde veut du vert aujourd'hui, pas du greenwashing, hein, vraiment du vrai vert. Il y a la réglementation aussi qui va beaucoup aider les personnes qui sont intéressées par cette classe d'actifs à avoir un choix plus proche de la réalité de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc ça, c'est la partie entreprise, économie durable. D'accord. La deuxième thématique, ce sont les techs. Puisque jusqu'à présent, ils ont été un peu malmenés les dernières années. Et donc aujourd'hui, avec la baisse des taux qui va finir par arriver, il y aura plus d'opportunités pour les entreprises de technologie. Et c'est l'avenir également. D'accord. Donc ces entreprises technologiques qui effectivement ont été, ont surperformé au sortir des différents confinements, qui ensuite ont été un petit peu malmenées avec la hausse des taux, pourraient revenir sur le devant de la scène, ce que vous nous dites, dans un contexte de baisse des taux à venir, une fois qu'on aura pu juguler un peu plus l'inflation, par exemple. La technologie, c'est l'avenir également, c'est comme le durable. Et alors, quand on parle de tech, on parle forcément des grandes entreprises américaines, ou c'est plus large que ça? Je pense que c'est plus large. Aujourd'hui, avec toute l'intelligence artificielle, tout ce qui sort, l'espace, etc., il faut vraiment avoir une partie de son investissement sur cette thématique. L'intelligence artificielle, par exemple, alors au-delà effectivement du côté médiatique qu'on peut voir autour de certaines technologies en particulier ou certaines entreprises en particulier, c'est selon vous une tendance de fond qui pourrait avoir un impact sur l'industrie ou sur l'économie? En fait, si on parle de ChatGPT... Par exemple, il n'y a pas que, mais oui, notamment. C'est vrai que c'est l'iceberg, c'est le haut de l'iceberg, mais la technologie peut aider en médecine, peut aider en environnement, peut aider dans beaucoup d'autres domaines. Donc, il ne faut pas limiter la technologie juste à la dernière appli en date. D'accord, ouais. Donc ça, c'est premièrement, donc il y a la finance durable, effectivement. Deuxièmement, les techs et le troisième volet que vous mentionniez. Le troisième, c'est la Chine et les marchés émergents. D'accord. À présent, je pense que l'avenir est aussi de ce côté-là, parce qu'il y a plus de capacité à performer que le reste du monde aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut revenir doucement vers ces marchés-là qui ont une capacité à aller plus loin, plus vite. Même si, effectivement, le sujet de la réouverture de la Chine a alimenté un certain nombre de questionnements et qu'aujourd'hui, on se demande si, effectivement, ça repart pas aussi vite que ce qu'on attendait, ça reste quand même une thématique, selon vous De toute façon, ils ont eu des années de Covid un peu compliquées, puis là, ils ont complètement changé de politique. Donc, je pense que ça va repartir beaucoup plus vite que l'Europe ou que les États-Unis. Donc ça, c'est pour le volet, effectivement, unité de compte sur les marchés financiers. Hugo Bry, alors effectivement, vous mentionniez les unités de compte alternatives, on a parlé de produits structurés. Ensuite, il y a cette stratégie d'actifs réels. Comment est-ce qu'on investit en immobilier sur son contrat d'assurance vie ou en unité de compte? Sur un contrat d'assurance vie, tout simplement parce que le Code des assurances permet de référencer un certain nombre de supports, notamment des sociétés civiles immobilières, mais tout type de support qui intègre aussi bien de l'infrastructure que du private equity. Par ailleurs, la loi Pacte a quand même très largement, pour la modernisation de l'économie, a très largement ouvert le spectre et a permis d'intégrer notamment des fonds d'investissement alternatifs qui étaient réservés plutôt à des professionnels. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité de souscrire dans des contrats assurance vie ce type de support sous un certain nombre de règles et de seuils. Et donc, vous avez accès aujourd'hui à toute une palette de private equity selon les stades qui sont référencés par l'assureur. Pour autant, j'imagine qu'on ne va pas de la même façon sur un actif réel immobilier que sur un actif réel private equity. Le risque n'est pas le même, la stratégie n'est pas forcément la même non plus. En fait, ça va dépendre du stade. Vous savez, dans le private equity, il y a à peu près tout. Il y a
la start-up absolue où là, voilà, vous avez le risque total. Associé à un début de projet, oui, c'est ça. Ouais. Et puis après, vous avez du private equity qui est associé des fonds de private equity qui vont accompagner et financer des entreprises qui ont déjà du chiffre d'affaires, qui font déjà du résultat, mais qui ont besoin de se transformer. Et donc, on voit bien que le spectre des risques n'est pas tout à fait le même. Et nous, assureurs, c'est pareil. Je rappelle que dans le Code des assurances, il y a une phrase qui dit qu'on doit référencer des supports qui ont une protection suffisante de l'épargne. Alors c'est assez large et assez générique, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a effectivement, nous, en tant qu'assureurs, une responsabilité dans le référencement des unités de compte. Donc on va avoir la possibilité d'avoir un spectre assez large. Pour autant, que ce soit en fonction du type de client ou que ce soit en fonction du type de partenaire, puisque nous, Generali, le gros de notre business se fait au travers de partenaires, y compris de partenaires tels que Primonial avec Latifa, on va adresser plus ou moins largement le sujet des actifs réels. Les actifs réels, Latifa Kamal, c'est quelque chose que vous suivez également, ou en tout cas que vous regardez peut-être en complément d'un suivi sur les marchés financiers? On s'est mis aux actifs réels il y a quelques années. On était parmi les premiers à lancer une unité de compte de private equity dans un contrat d'assurance vie avec une garantie de liquidité. Donc, Bien sûr, qui était le sujet, effectivement. Qui était assez rare à l'époque. Donc on y croit vraiment beaucoup. On a mis beaucoup de temps à s'y mettre. C'est vrai que la loi PAC nous a beaucoup aidés. Et puis aujourd'hui, on a vraiment un choix très large et on s'intéresse vraiment à toutes sortes de fonds de private equity, que ce soit de l'infrastructure, comme dirait... Mais alors, si on se met du point de vue de l'épargnant qui effectivement suit régulièrement ses investissements, mais globalement n'est pas un expert non plus des différentes typologies d'investissements qui peuvent exister, comment choisir finalement, comment investir en private equity? J'imagine qu'on ne va pas sélectionner au niveau des entreprises, peut-être au niveau des fonds, mais comment savoir si effectivement on a une appétence plus ou moins grande, déjà pour le sujet, peut-être pour le risque de ce type d'investissement? D'où le rôle du conseiller. On en revient au conseiller. Le conseiller est vraiment important puisque c'est lui qui connaît son client, qui connaît ses besoins, son appétence au risque, le délai qu'il a devant lui en fait. Donc c'est hyper important que le conseiller soit consulté pour ce type d'investissement. Et en private equity, il y a vraiment toutes sortes de private equity en fonction de l'appétence au risque et du besoin du client. Oui, effectivement, c'est comme dire investir en bourse. Après, il y a plein de valeurs différentes. Donc, effectivement, il faut creuser un petit peu plus en détail. Hugo Bry, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on a évoqué toutes les palettes de possibilités d'investissement au sein d'un contrat d'assurance vie? Alors, évidemment, on a donné les grandes thématiques. Est-ce qu'il y a des choses à savoir en particulier quand on veut construire sa stratégie? Je pense qu'on a évoqué quand même déjà pas mal de choses. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, à mon sens, l'assurance vie est le produit le plus abouti pour gérer son patrimoine. Encore une fois, il n'est ni concurrent des PER, ni concurrent des comptes à terme. C'est un produit de transformation, c'est un produit qui doit gérer du patrimoine à moyen long terme. Et la palette des supports référençables dans un contrat est quand même très très large. Après, j'abonde dans le sens de Latifa. À partir du moment où on n'est plus sur de l'euro pur, mais qu'on fait de l'euro plus des unités de compte, il est important d'être accompagné. Il est important d'être accompagné en amont, pendant et dans toute la vie du contrat, parce que les unités de compte, comme vous l'avez dit très justement, il peut y avoir des unités de compte plus ou moins musclées, plus ou moins volatiles, et donc c'est important d'être accompagné. Et de diversifier pour reboucler avec ce que vous nous disiez tout à l'heure, Latifa Kamal. Merci beaucoup Hugo Bry, merci Latifa Kamal d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.